Bonjour. Donc Jean-Pierre m'a demandé de dire quelques mots sur Penrose. Je crois qu'il est bien connu. Oui, oui, c'est bien. Il est quand même bien connu, donc simplement, moi j'ai eu l'occasion d'étudier les trous noirs, et il a fait beaucoup de contributions, il a fait même des théorèmes, il a travaillé avec Hawking, il en a fait lui-même. Et il était venu à Paris, alors je me souviens plus, c'était en 2015 ou 2016, à l'Institut Henri Poincaré, là, présenter une communication, c'était un séminaire sur histoire et philosophie, sur disons lui, c'était les twisters qui l'intéressaient, je crois qu'il n'y a guère que lui, en fait, qui a travaillé sur le sujet. Alors ce qui était quand même assez amusant, c'est que il est venu avec ses transparents, vous savez, écrits au feutre à la main, de toutes les couleurs. Il a fallu trouver un rétroprojecteur. À cette époque, ce qui était très difficile, ils ont dû faire les antiquaires du coin, sans doute, pour trouver ça. Mais il a fait une conférence. Moi, j'avais posé une question, d'ailleurs, sur une partie de son travail qu'il avait fait avec Newman. Bon, ça ne l'intéressait pas trop, mais enfin, il m'a répondu comme très poliment, parce qu'il est bien élevé. Mais ce qu'il faut savoir aussi, parce que j'ai eu l'occasion de discuter avec Brandon Carter, qui était à Meudon, c'est que Penrose, en fait, c'était le mathématicien de Hawking et puis de Carter, c'est-à-dire que leur directeur de thèse, qui était Denis Sciama, quand il y avait un problème mathématique un peu ardu, il leur disait allez donc voir Penrose, lui Penrose était à Londres, alors qu'eux étaient à Cambridge. Mais effectivement, il a écrit beaucoup de choses, et d'ailleurs pas seulement au niveau sciences, il s'est quand même pas mal diversifié, et il s'est aussi intéressé effectivement à l'histoire de la vie dans l'univers, comment ça pouvait apparaître, disons, à partir de la science, ce qui n'était pas forcément quelque chose de très simple. Alors, je vais commencer donc ma présentation. Alors, j'ai changé le titre quand même parce que homme et univers, c'est pas le bon ordre, je pense. Il vaut mieux mettre univers et homme, qui a une préséance malgré tout, sachant que on est incontestablement une partie de l'univers, donc ça m'a paru meilleur dans ce sens-là. C'est une présentation, ce que j'appelle multidisciplinaire. Moi, j'ai fait en fait une thèse en histoire et philosophie des sciences. Donc, alors sur un sujet de la relativité générale d'ailleurs. Donc c'est pour ça que j'ai été intéressé à présenter ce sujet, qui était abordé par beaucoup de gens. Hein. Il y a des conférences sur le thème. Je pense qu'il y en a pas mal. Je pense qu'il y a, moi j'ai essayé d'ajouter une partie philosophique. Ça me paraît difficile d'éviter la philosophie dans un sujet pareil, en fait. Hein. Pour faire défiler, donc je fais ça, tant que je prenne le bon bouton quand même. Voilà, c'est le bon bouton. Bon, ça vous connaissez, hein, je ne vais pas m'insister. Alors c'est vrai que comme on fait partie de l'univers, c'est pas, disons, on n'est pas dans une situation très simple pour le décrire, parce que d'abord, c'est difficile d'être objectif, comme on dit, on est jugé de partie. Et puis surtout, on est à l'intérieur. Voir les choses de l'intérieur, c'est pas, disons, là qu'on perçoit le mieux, disons, les objets. Par exemple, si on prend notre galaxie, sa forme est moins bien établie, et puis pas depuis très très longtemps, que des galaxies extérieures. Bon, là, on voit par exemple 2 autres galaxies, là, on voit bien comment elles sont faites. La nôtre, on voit une traînée blanche, et pour autant que je sache, il a fallu beaucoup, disons, c'est assez récent, de calculs, de tranches, de visées, pour arriver à peu près trouver une forme, le nombre de bras, savoir si elle était à peu près de la même taille que notre voisine ou pas. Donc il faut garder ça à l'esprit parce que c'est toujours quelque chose de simple. Hein. Alors maintenant, quand on connaît les limitations, c'est sûr que pour essayer d'y comprendre quelque chose, il faut essayer de trouver, disons, des structures ou des approches qui prennent en compte le fait qu'on est à l'intérieur. Parce que si systématiquement on se place à l'extérieur, il risque d'y avoir un biais dans l'appréciation. Alors, le point aussi qui est quand même important, c'est qu'est-ce qu'on appelle la réalité physique. Hein. J'ai mis entre guillemets, parce qu'un terme est des fois contesté. Alors ça, c'est pas un problème nouveau. Déjà, Platon, dans sa fameuse allégorie de la caverne, il avait, disons, proposé l'exemple suivant. Il disait, voilà, je suppose qu'il y a des prisonniers qui sont enchaînés, mais qui n'ont jamais vu le monde extérieur. Ils sont dans une espèce de caverne. Et de l'extérieur, ils ne voient que des ombres. Donc la question, sachant que nous, on sait que c'est les ombres de quelque chose, mais eux ne le savent pas, est-ce que ces ombres, ils peuvent imaginer que ça représente des objets qui sont plus complexes que ces ombres, ou finalement, est-ce que les ombres, c'est la réalité en soi?
En fait, hein. Et si, par exemple, nous, on serait tenté de dire, bah non, mais si quelqu'un dit, bah oui, les ondes sont la réalité en soi, est-ce qu'on peut lui prouver qu'il a tort? Bon, ça, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Alors, il y a eu des travaux plus modernes qui ont été faits, hein. Notamment, il y a, je vais pas citer là parce que c'est trop long, mais Magid, qui avait fait ça, où il essaie de concilier les points de vue, mais c'est quand même assez acrobatique. Alors, l'homme et l'univers, alors, dans son livre, je ne sais pas si vous l'avez lu, Nouvel esprit scientifique de Bachelard, qui se lit très bien, hein, c'est un livre très agréable à lire. Il donne une citation, et puis il la commande comme ça, il dit que l'étude de notre relation avec l'univers peut aussi bien conduire à une sorte de rationalisme. Rationalisme, c'est donc la raison, c'est-à-dire la théorie, si vous voulez, redoublé qui retrouverait dans les lois de la nature, les lois du monde, les lois de notre esprit, qu'un réalisme, là c'est la matière, la physique, hein, universel, imposer l'invariabilité absolue aux lois de notre esprit, conçues comme une partie des lois du monde. Vous voyez, il pose le problème dès le départ. Effectivement, les deux points de vue, disons, peuvent se défendre. Alors là, j'ai quelques belles photos, hein, donc bon, c'est vrai que poser la question de l'origine, je crois que c'est pas d'aujourd'hui qu'on se la pose. Donc, bon, c'est vrai qu'au départ, on parlait de la cosmogonie, hein, donc la création du monde. Hein, c'était en général, disons, une discipline religieuse, hein, avec des tas de variantes. Hein. Bon, là, vous avez les Égyptiens avec la barque de Ré. Ensuite, ça, c'est sumérien. Bon, là, j'avoue, je connais moins bien, mais je trouve que c'était joli comme image. Ça, c'est un œuf pour les, disons, les Hébreux. Et puis, il y en a un autre qui est pas mal. Alors là, il n'est pas facile à comprendre, celui-là, parce que, vous voyez, il y a la cohérence verticale et la cohérence horizontale. Bon, c'est quelque chose d'un petit peu théorique, mais je pense que c'est lié, effectivement, à la dissymétrie qui est entre l'horizontal et puis le vertical, parce que l'horizontal, les choses glissent, vertical, ils tombent. Bon, alors nous, dans notre, disons, dans nos religions, bon, il y a le monde, vous voyez, donc, qui est pas mal, et puis dès qu'on regarde un peu à l'extérieur, ben oui, c'est pas terrible, quoi. Faut bien reconnaître, hein. Ça paraît pas très sympathique. Et puis ce pauvre Atlas, là, qui est condamné à porter la Terre sur ses épaules. Alors, là, quand est-ce qu'on peut dire que la cosmologie scientifique est née? Déjà, disons, en mécanique classique, pas tant que ça. On s'est plutôt intéressé aux planètes, pas tellement, disons, à l'univers. C'est plutôt fin 1915, quand Einstein publie ses équations de la relativité générale. Elle propose, il faut voir que ces équations proposent une représentation géométrique de la gravitation. C'était l'originalité de cette théorie, qui d'ailleurs avait beaucoup surpris à l'époque. Hein. Et en relativité générale, le principe, c'est que cette géométrie, elle n'est pas indépendante, elle est déformée par ce qu'elle contient. Donc à ce moment-là, eh bien, comme ce qu'elle contient, ben ça on peut l'observer, les galaxies, les étoiles, on les observe, on peut en déduire, avec aussi certaines hypothèses, quelle va être la géométrie de l'univers. Donc on peut appréhender, disons, l'univers dans son ensemble à partir de ce qu'elle contient. Donc on peut plus séparer contenant et contenu. Bon, là, on veut dire que la cosmologie scientifique était née. Donc là, vous avez Einstein. Et vous voyez, bon, il est content, il fallait oser le faire. Et c'est vrai parce que même ses détracteurs, il y en avait quand même de nombreux quand il a publié sa théorie, il reconnaissait le côté audacieux, disons, de la manière de présenter les choses, même s'ils n'étaient pas d'accord, disons, avec cette manière de faire. Bon, alors ça, c'est notre ami James Peebles, qui a eu le prix Nobel l'an dernier. Et dans James Peebles, il dit une chose un peu bizarre, Did you say Big Bang? Alors voilà ce qu'il dit, James. Alors je l'ai traduit en français. Hein. La première chose à savoir sur ma discipline, c'est que son nom, la théorie du Big Bang, n'est pas juste. Dit machin, devant une victoire intriguée. Il connote un événement et un lieu, or les deux sont faux. Poursuit-il devant des amateurs de sciences qui étaient venus écouter à la Maison de la Suède à Washington 3 lauréats américains. Alors c'est quand même bizarre, parce que lui, il a eu son prix Nobel pour la cosmologie, pour le Big Bang précisément, il est en train de nous expliquer que le terme Big Bang, au moins le terme Big Bang, lui plaît pas. Alors en fait, qu'est-ce qu'il dit? Il conteste pas les résultats du modèle standard, puisqu'il avait largement contribué, mais il représente sa représentation à un caractère anthropomorphique. L'univers est supposé avoir une naissance, hein, le Big Bang est une création, quelque part, à un moment donné, une vie et une mort. Hein, il utilise, alors les concepts utilisés sont le temps et l'espace, bon, qu'on connaît bien, mais qui n'ont pas de caractère physique en relativité. Ça, il faut le savoir, et si on ne comprend pas ça, effectivement, on a du mal à comprendre la suite.
Si tu peux me donner, si tu peux trouver de l'eau, hein, parce que j'ai avoir du mal à de l'eau. S'il y a de l'eau, non, bon, je vais essayer de tenir alors. Donc, Minkowski déjà l'avait déclaré dès 1907, en fait, quand il avait proposé sa forme pour la théorie de la réalité restreinte, que seul l'espace-temps de la relativité avait un caractère physique. La relativité ayant réduit le temps et l'espace à en être que des ombres. Donc voilà notre ami Minkowski, Zeit und Raum kaputt. Donc, pas de problème. Alors ça, c'est pas simple. Ça, c'est pas simple parce que l'espace-temps, le terme d'ailleurs est pas très correct. On a l'impression que c'est un mélange de temps et d'espace. C'est pas ça l'espace-temps. L'espace-temps, c'est l'élément unitaire. Et le temps et l'espace ne sont que des caractères, disons, de cet espace-temps. Alors caractères qui peuvent s'affirmer tantôt à dominance temporelle, tantôt à dominance spatiale. Mais on sait très bien que pour un observateur, ce qui était de l'espace et du temps, ça ne sera pas la même chose qu'un autre. Donc ça, c'est un point qui est compliqué, parce que l'espace-temps, on n'est pas du tout familier avec, pour une raison très simple, c'est que sa manifestation dans les conditions normales, eh ben, sont imperceptibles, en fait. Hein, mais c'est vrai que ça peut se manifester que quand on est dans des situations, quand même, disons, exceptionnelles. Peut-être que nos arrière-petits-enfants, ils auront ça, mais pas nous. Alors maintenant, deuxième point du fait, l'univers a-t-il une histoire ou est-il l'histoire? Donc, alors vous me direz, c'est peut-être, on en fait, ah, c'est gentil ça, merci bien. Revenons alors aux sources. Que définit l'équation d'Einstein? Parce que l'univers cosmologique, il est défini par l'équation d'Einstein. On dit on va dire, on pose a priori un certain nombre d'hypothèses de symétrie, etc. Et puis ensuite on met des fluides, hein, on met de la matière, on met de la lumière, on met éventuellement je sais pas, d'autres choses, enfin, disons de l'énergie du vide si on veut. Et puis en fonction de ça, ça va définir un espace-temps. Mais qu'est-ce que c'est qu'un espace-temps? Un espace-temps, c'est quelque chose. Si on prend un langage newtonien, c'est quelque chose qui décrit tout l'univers, mais dans toute son extension spatiale et temporelle. Autrement dit, pour prendre un livre, le livre, il est écrit, c'est le livre complet. Et nous, on le feuillette, on en voit au fur et à mesure, mais le livre, il est écrit. Pour la gravitation, hein, j'entends, la relativité ne traite que de gravitation, pas de petites intrigues, disons, personnelles. Bon, donc c'est là c'est ce que je viens d'expliquer. Hein. Alors c'est un objet, donc, géométrique, vous savez qu'on c'est une variété, hein, dans le terme mathématique, c'est une variété, en fait, hein, qui n'a besoin... Alors en plus, l'intérêt de cette variété, c'est que c'est un objet qui n'a besoin de rien d'autre que lui-même, disons, pour se définir totalement la phénoménologie afférente. Autrement dit, cet objet, cet espace-temps, il n'est pas inclus dans quelque chose d'autre, il n'y a pas besoin d'être inclus. Si vous voulez l'inclure, ça vous fait plaisir, vous pouvez toujours l'inclure, mais ça n'a aucune nécessité. Il est totalement décrit, disons, par des concepts qui sont à l'intérieur. Le concept, par exemple, de métrique, c'est un concept purement, disons, propre à l'espace-temps, à l'intérieur de l'espace-temps. La courbure, c'est quelque chose qui est défini, disons, à l'intérieur de l'espace-temps. Pas besoin, disons, de prendre un espace extérieur de référence. Alors, le problème qui va se poser, à ce moment-là, ça n'a plus tellement être de sa création, puisqu'il a besoin, tout seul, il peut exister. Il n'a pas besoin d'autre chose. C'est plus tellement ensuite sa création, c'est ensuite son existence. Il existe ou il n'existe pas? Bon, la réponse, elle est assez simple. Hein. Mais bon, le fait, si on veut aussi mettre, par exemple, un avant qui n'a pas de sens, parce qu'un avant dans un espace-temps, ça n'a pas de sens, en fait, hein, si vous voulez, il n'a pas besoin de ça. Mais de toute manière, il faut expliquer d'où vient l'avant. Hein. Donc, vous savez que ça ne résout pas le problème, ça ne fait que, les porter, en fait. Donc, le récit qu'on appelle chronologique, l'univers a une histoire. Il résulte de ce qu'on appelle d'un feuilletage de l'espace-temps en temps et espace. Alors, c'est pratique, d'abord. En plus, comme il se trouve que, vu la définition qu'on a prise de la cosmologie, pour simplifier, parce que autrement il n'y aurait pas de solution, on a pris des hypothèses de symétrique, disons, c'est un univers extrêmement symétrique, on peut le feuilleter en temps et espace, mais ce feuilletage, il faut savoir qu'il est totalement arbitraire. On pourrait en faire parfaitement un autre qui serait tout aussi valide. Simplement, en général, quand il y a des symétries, c'est toujours plus pratique d'utiliser les symétries, ça simplifie, disons, les résolutions des problèmes, des mathématiques. Et
ce qu'on appelle la méthode covariante, c'est une méthode où on ne procède pas à ce feuilletage, mais si le feuilletage est bien fait, c'est le cas, et si les calculs sont bons, les deux méthodes vont trouver les mêmes résultats au niveau physique. Donc, si je fais des expériences et que je calcule le résultat des expériences avec une méthode covariante et une méthode de feuilletage, je vais tomber sur les mêmes valeurs. Et si je fais des observations, je vais tomber sur les mêmes valeurs, parce que de toute manière, c'est toujours des grandeurs. Les seules expériences qu'on peut faire, ce sont des grandeurs, disons, physiques. On fait de la physique, il n'y a pas de problème. Donc des grandeurs spatio-temporelles. Quand on mesure l'arrivée, par exemple, d'un rayon lumineux sur nous, eh ben, ce rayon lumineux, il a parcouru une géodésie dans l'espace-temps, pas dans l'espace, dans l'espace-temps. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même prendre le récit chronologique parce que c'est toujours mieux de raconter une histoire. Et après, on remettra donc, dans le puzzle, je vais l'assembler d'une certaine manière et à la fin, on pourra regarder ce que ça donne d'une autre manière. Donc, la phénoménologie, par exemple, d'un espace en expansion. Entre nous, comme c'est un espace-temps, on voit pas en quoi il peut pas être en expansion. L'espace-temps, il est tout seul, donc il est ce qu'il est. Donc, en fait, c'est simplement une propriété interne de cet espace-temps. C'est-à-dire que cet espace-temps, effectivement, quand on regarde sa géométrie, il y a des lignes, le fluide qui est à l'intérieur, ces particules élémentaires, enfin les éléments infinitésimaux, ils suivent des géodésiques, et ces géodésiques suivent des géodésiques qui divergent. C'est pas que l'espace est temps, c'est que les géodésiques sont divergentes. Donc, ce qui fait, c'est si vous avez des observateurs sur ces géodésiques, quand ils vont faire des mesures, ils vont trouver effectivement, plus le temps passe, plus on s'éloigne. Ça va expliquer le phénomène. Mais c'est pas que l'espace-temps s'étend. C'est que simplement les géodésiques divergent, issus de la singularité, parce que dans la version covariante, il y a aussi une singularité. Hein, ça, c'est propre, disons, à la géométrie. Mais cette singularité, c'est pas une création, c'est-à-dire c'est un point qui n'est même pas dans la variété, puisque dans une variété, il faut, disons, qu'il n'y ait pas, disons, de courbure infinie. On peut s'en approcher, c'est une structure ouverte, on peut s'en approcher aussi près qu'on veut, mais on ne peut pas, disons, l'atteindre. Mais ça, les mathématiques savent très bien faire ça. Hein. Les ouverts en mathématiques, c'est quelque chose qui est parfaitement défini. Alors, ça, bon, le feuilletage, c'est vrai que ça simplifie les calculs, ça il faut reconnaître, hein, donc c'est sûr. Mais il ne faut pas non plus, c'est sur les conclusions qu'on peut en tirer qu'on peut se tromper. Autrement dit, moi ce que je dis, ça ne met pas en cause les résultats disons de la cosmologie, du modèle standard cosmologie, c'est simplement son interprétation qui est effectivement discutable. Hein, vous voyez, quand on parle d'expansion, par exemple, non, un espace-temps s'étend pas, etc. Mais ça ne change rien, effectivement, aux expériences que l'on ferait. Alors, vous voyez, par exemple, un espace-temps, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, il n'a pas de passé, il n'a pas de futur et il n'est pas en expansion. Alors, le futur et le passé, le futur, expansion, passé, sont des propriétés internes. Et quant au passé et au futur, bon, ça, on peut le définir par une orientation, c'est des géodésiques, hein, mais c'est surtout notre passé et notre futur à nous. Parce qu'en fait, quand on dit que on observe quelque chose dans le passé de l'univers, une chose est certaine, c'est que c'est dans notre passé à nous. Le passé de l'univers, ça, c'est une autre histoire, mais dans notre passé à nous, ça, c'est pas douteux. Bon, là, vous connaissez ce schéma, hein, donc bon, il a été largement repris, puis on voit effectivement en haut, là, l'humain qui pense le schéma, puis on pense c'est le principe de la bouteille de Dubonnet, hein, avec l'étiquette, etc. Donc ça peut se faire à l'infini, en fait. Donc effectivement, il ne faut pas oublier que une théorie, c'est un objet humain, c'est une activité humaine, on pense, l'univers, on le pense. Après, il y a une certaine réalité derrière, mais les théories en font une représentation, disons, humaine. Alors, pour donner quelques éléments dimensionnels, alors vous savez qu'on attribue 13,7 milliards à peu près d'années, hein, en temps cosmologique. Hein. Avec notre temps actuel, c'est infini. Hein, si on devait calculer en temps actuel, c'est-à-dire que si on avait un télescope, bon, les télescopes, on sait qu'ils sont limités, mais mettons, avec les détecteurs d'ondes gravitationnelles, on pourrait remonter très loin, eh bien, on verrait jamais le Big Bang, parce qu'il est rejeté à l'infini de notre temps. Vous savez, c'est ce phénomène qu'on appelle la dilatation temporelle. On connaît le décalage vers le rouge, mais parallèlement, il y a une dilatation temporelle. Un objet, par exemple, qui a Z égale 10, bon, je ne sais plus si jamais c'est 10 ou 11, parce qu'il y a toujours le plus 1, les deux événements qui seraient séparés sur Terre, par exemple, d'une seconde, on va les voir séparés de 11 secondes.
Le Big Bang, la nucléosynthèse primordiale qui aurait duré, je ne sais plus, 3 minutes, ramenée au Z auquel ça correspond, elle va durer des millénaires. Si on la voyait, elle durerait des millénaires. Ça, c'est et quand on arrive près du Big Bang, la dilation temporelle est infinie. C'est ce qui fait que dans notre temps à nous, le Big Bang est rejeté à l'infini, mais dans le temps qu'on mesure actuellement avec nos horloges actuelles. Et qu'on ferait donc ce qu'on peut observer aussi. Alors, vous voyez, ce qui est quand même bon. Alors, prenons quand même malgré tout ce temps cosmologique, qui est un temps d'ailleurs qui a un sens physique. C'est le temps d'un observateur qui serait sur une trajectoire qui est une des X, suivie par une particule, vous voyez, depuis le Big Bang. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'au début, il y a des énergies fantastiques, et puis après, ça va se diluer. Alors, vous voyez, nous, notre durée de vie, c'est à peu près 80 ans. Vous voyez. Donc, en fait, le ratio entre la durée de vie de l'univers, l'âge de l'univers, et puis nous, c'est 170 millions, en prenant cette échelle de temps, bien sûr. Alors, bien sûr, comme j'explique, c'est inadéquat, mais ça, je ne vais pas revenir dessus. Maintenant, en taille. Alors là, la taille, vous savez qu'avec l'expansion, c'est à peu près, il faut multiplier par 3. Donc, si ça fait à peu près 40 milliards d'années-lumière, à peu près, aujourd'hui. Si on faisait une tranche, si on faisait une tranche instantanée, vous voyez, un flash sur l'univers, ça serait ce qu'on trouverait. Et puis, notre taille, j'ai pris le 70, alors vous voyez, cette fois-ci, déjà, on est à 2,2, 10 puissance 26 en ratio, en linéaire. Et si je prends en volume, on est en 10 puissance 79. Alors le chiffre de 10 puissance 79, je ne sais pas si ça doit être une coïncidence, mais il correspond au nombre de particules qui est estimé dans l'univers complet. Alors l'estimation est en fait, vous voyez, du genre, dans le Soleil, il y a, je ne sais plus, il fait 10 puissance 30 kg. Vous savez, le nombre d'Avogadro, dans un gramme, il y a, je ne sais plus combien, 10 puissance P3. Vous multipliez une galaxie, c'est 100 milliards de soleils, mettez 1000 milliards de galaxies, et ça va vous donner à peu près 10 puissance 79 protons. Enfin, donc vous voyez, c'est amusant, le ratio en taille, il est gigantesque. Par contre, donc on voit que l'univers, il a deux caractères, une immensité matérielle, écrasante par rapport à nous, mais nous, d'une certaine manière, on répond, si on regarde dans un cerveau le nombre de connexions, il faut dire que la combinatoire s'accroît très vite, eh bien, c'est du genre E à la puissance 1 million, et E à la puissance 1 million, c'est un chiffre qui est gigantesque, qui n'a pas tout à fait 1 million de chiffres, parce que E, c'est pas 10, mais je veux dire qu'il va avoir peut-être 100 000 chiffres, bien plus, disons que les 10 puissance 79, qui n'a que 79 chiffres. Donc on a d'un côté un gigantisme, et d'un autre côté un autre gigantisme qui est lié au fait que la factorielle, ça croît très vite. En fait, il n'y a pas de mystère. Donc c'est extrêmement important. Alors bon, là au début, il faut reconnaître que tout début de 10 puissance moins 43 à 10 puissance moins 40 secondes, alors je parle toujours le temps que je dis, c'est le temps cosmologique, c'est pas notre temps à nous. Bon, en fait, on ne sait pas très bien, parce que c'est une physique qu'on ne connaît pas, c'est une extrapolation. En fait. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que la température devait être telle que ça devait être une espèce de soupe à l'équilibre thermique, et puis il ne se passait pas grand-chose. En fait. Par contre, effectivement, on va... Alors soit, si je prends le modèle classique, on dit qu'il va y avoir une expansion, autrement, on s'avance sur les géodésiques et on s'éloigne les uns des autres. Donc ça va se refroidir, parce qu'un gaz qui se dilate, il se refroidit. Et au début, ça se dilate très vite. Alors, un point important, alors là, bon, c'est estimé, on pense que vers 10 puissance moins 40 secondes, avant, la température était élevée, que les interactions étaient indiscernables, elles étaient masquées par la température, on pense qu'une brisure de symétrie va se produire. Comme on dit, d'une certaine manière, il était unique, en fait, et il va, se briser, devenir plusieurs, en fait. Alors, soit dans les théories supersymétriques, on pense que la brisure se fait une fois, les 4 interactions qu'on connaît, se détachent sur une fois. Bon, dans le modèle classique de la mécanique quantique, c'est plutôt en 2 fois. D'abord la gravitation, et puis les 3 autres, puis les 3 autres vont se séparer, se briser un peu après, en fait. Et puis on pense également, parce que le champ de Higgs, là, il arrive un peu après, il a pris un train, on pense qu'il va probablement aussi apparaître vers cette époque-là. Donc à partir de cette époque-là, certaines particules vont pouvoir avoir une masse. Alors il faut pas oublier que la masse du champ de Higgs, c'est la masse inerte.
C'est-à-dire c'est une masse d'inertie, et en gravitation, bien sûr, on parle de masse gravitationnelle, mais bon, il y a le principe d'équivalence qui dit que ces deux masses sont censées être égales, mais c'est quand même, disons, de la masse inerte dont il est question dans le boson de Higgs. Alors l'inflation, ben là, ça c'est pareil, vous savez que ça a été rajouté en fait pour résoudre un certain nombre de problèmes. Hein. C'était pas au début dans le schéma, notamment ce qu'on appelle le problème de l'horizon et puis le problème de la platitude. Alors je sais pas si le terme platitude il est vraiment français, mais enfin disons on aperçoit que si on regarde la partie spatiale, elle est relativement plate, proche disons d'une géométrie euclidienne. Et puis alors le problème de l'horizon, c'est quand même l'homogénéité effectivement du rayonnement de fond cosmologique. Hein. Bon alors vous avez vu, il y a des petites disparités, mais en fait c'est un 100 millième les disparités. Hein. C'est très peu. Et vous savez qu'un gaz, pour qu'il soit à l'équilibre, disons, thermique, il faut que les particules s'entrechoquent un certain nombre de fois. Et pour ça, il faut qu'ils aient été en contact. C'est comme ça que ça marche. Hein. Le corps noir, disons, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Il y a un grand choc de particules. Et pour ça, il faut que ça ait été en contact. Et effectivement, si on ne met pas cette inflation, ben les parties étaient dissociées et le contact n'a pas pu se produire. Et on ne comprend pas comment le rayon de fond cosmologique serait aussi homogène. Donc puis ça résout quelques autres problèmes annexes, mais les deux grands problèmes qui se posaient, c'était ça. Alors, cette inflation, elle va jouer un rôle assez intéressant, parce qu'il y a quand même de la mécanique quantique qui est quand même présente, bien que dans la relativité, ça apparaît pas. Vous savez qu'on ne peut pas avoir un état parfaitement déterminé en mécanique quantique, il y a des fluctuations tout le temps. Dans le vide quantique fluctue, en fait. Et il va les dilater. Alors, c'est certain qu'une fluctuation quantique au début de l'inflation, quand elle va être dilatée, à la fin, ça va être multiplié en taille par E puissance 100. Ça va considérablement augmenter. Ça va donc faire une fluctuation de grande taille. Et puis, par contre, si elle arrive à la fin, ben, elle va rester une petite fluctuation. Puis entre les deux, ben, vous allez en avoir toutes les tailles. Et quand on regarde ce modèle-là, ben, ça correspond assez bien à ce qu'on observe. Et on peut supposer que ces fluctuations, ça va être les germes des structures qui vont ensuite apparaître dans l'univers, qui vont effectivement donner des galaxies, des amas de galaxies, et puis plus tard des étoiles. Alors toujours pareil, pour l'univers, il continue à se dilater, à se refroidir. Et quand on va arriver, alors on donne la température en général en GeV, en MeV, il faut savoir qu'un électronvolt, c'est environ 10 000 degrés Kelvin. Donc un MeV, c'est 10 milliards, en fait. Hein. Oui, c'est ça, 10 milliards. Et puis un GeV, c'est 10 000 milliards. En fait, hein, c'est gros, des températures comme assez élevées. Alors pourquoi autour du GeV? Parce que c'est l'unité, vous savez que les particules comme le proton ont des masses exprimées en GeV de l'ordre du GeV à peu près. Donc effectivement, les particules et les antiparticules elles vont commencer à pouvoir se former autour de cette valeur-là. En fait. Parce que là, il va y avoir des annihilations, des recombinaisons, ça va être un peu à l'équilibre en fait. Et tant que c'est pas trop inférieur à leur énergie, en plus dans les particules, il y a des neutrons, il y a des neutrons, des antineutrons, des protons, des antiprotons. Les électrons, on n'en parle pas trop parce qu'ils ont une énergie plus faible, donc c'est plus tard. Eh bien, ça va être à peu près l'équilibre. Chaque fois, ça va s'annihiler, mais il va s'en créer, ça va s'annihiler. Sauf que les neutrons, ils sont légèrement plus lourds que le proton, donc il va se trouver, il y a aussi des désintégrations de protons en neutrons, et vice-versa, mais il va se trouver pénalisé dans ce mécanisme. Donc, là, de nouveau, l'autre phénomène important, c'est que bien que les équations soient symétriques, eh bien, là, moi, je prétends que l'imperfection, c'est ça qui est créateur. Hein. Il n'y a rien qui marcherait sans imperfection. Hein. C'est fait qu'il y a eu un léger, tout moins localement, je ne sais pas si c'est vrai, il y a peut-être quelque chose ailleurs, mais dans l'univers qu'on connaît, il y a eu, disons, un léger excès de matière, à peu près 1 milliardième, par rapport à l'antimatière. Ce qui fait que quand ça va se refroidir, à ce moment-là, les annihilations vont dominer, et il va plus pouvoir avoir du mal à avoir des recréations, disons, de paires. L'énergie va pas être suffisante, puis ça va s'étioler, pas d'un coup, mais progressivement. Donc, il va rester quoi? Il va rester 1 milliardième de différence, disons, en matière, et le reste sans photons, parce que l'annihilation va donner des photons. Ce qui fait qu'on va avoir, grosso modo, dans cet état-là, à peu près 1 milliard de photons par nucléon. Donc, vous voyez, le tout dans un contexte statistique. Ils sont à l'équilibre thermique, parce qu'ils n'arrêtent pas de s'échanger.
Sauf qu'une statistique, c'est pas une valeur pure. Vous savez, une statistique, c'est un truc en cloche. Et quand on sait qu'effectivement, il y a 1 milliard de photons par nucléon, on voit que pour une énergie donnée, eh bien, vous allez avoir encore pas mal de photons qui vont avoir 2 fois l'énergie des nucléons, même 10 fois l'énergie des nucléons. Et on va voir que ça va jouer un rôle dans la nucléosynthèse. Bon, ça j'ai mis. Bon, les protons et neutrons rescapés restant après annihilation, ils seront à peu près stables vers, vous voyez, 1/10 de milliseconde. La température ambiante est à peu près de 100 MeV à l'époque, ce qui est quand même une température très élevée. Ah, j'ai peut-être été un peu vite là. Bon, maintenant, à 10-4 secondes, l'excès de matière, la domination des photons à l'œuvre, mais l'équilibre entre protons et neutrons, qui résultait des réactions symétriques proton vers neutron, il va se briser car le neutron est handicapé par sa masse, et à t égale 1 centième de seconde, il n'y a plus que déjà que 9 neutrons pour 10 protons. À 1 seconde, la température est tombée à 1 MeV, soit 10 milliards de degrés quand même. C'est quand même 700 fois la température du centre du Soleil, hein, pour donner un exemple. Hein. Mais c'est l'ordre de le MeV, c'est l'ordre de l'énergie de liaison des nucléons dans le noyau. Hein, bon, ça peut être 1 MeV, 2 MeV, 3 MeV, mais c'est l'ordre de grandeur. Le GeV, c'était la masse des nucléons. Le MeV, c'est à peu près l'énergie de liaison. Donc ça devient intéressant parce que ça veut dire que des atomes vont pouvoir commencer à se former. Enfin, ces atomes vont pouvoir se former. Les nucléons, certains nucléons vont pouvoir se lier pour former des noyaux. Mais déjà, il ne reste plus qu'un seul neutron pour 3 protons. Vous voyez, les neutrons, ils ont été comme sérieusement décimés. Donc la seule façon de les sauver, ça serait de les incorporer avec des protons dans un noyau stable, comme par exemple l'hélium. Là, l'hélium est une particule, un noyau très très stable, il a une énergie de liaison forte, et là, ils sont tranquilles. Alors ça passe par le deutérium, parce que vous n'allez pas avoir 2 protons et 2 protons qui vont se retrouver ensemble au même endroit. Ça se fait 2 par 2. Donc en général, le plus simple, c'est sûr, c'est qu'un proton fusionne avec un neutron, parce qu'au moins il ne se repousse pas. 2 protons, c'est plus compliqué, parce qu'ils se repoussent. Donc c'est moins simple. Hein, alors que les neutrons, lui, il n'est pas sensible à la répulsion, disons, électrique. Donc lui, il peut s'approcher des protons. Donc on va passer, disons, par le deutérium. Alors, mais le problème du deutérium, c'est qu'il a un noyau fragile. C'est ce qu'on appelle la chicane du deutérium. Il a une énergie de liaison seulement de 1 MeV, à comparer par exemple à l'énergie de liaison de 7 MeV dans l'hélium, qui est beaucoup plus grande, par nucléon, hein, on parle toujours. Hein. Et il va se faire casser, tout le bain de photons ambiant va systématiquement casser ces noyaux qui se forment. Parce qu'évidemment, sur le milliard de photons par nucléon, il va y en avoir toujours un bon nombre qui vont être d'énergie bien supérieure à ça et qui vont casser les noyaux. Alors il y a l'expansion aussi qui arrange pas les choses, mais l'essentiel, c'est le bain de photons qui est sur nombre croissant et qui va effectivement casser ce malheureux deutérium, ce qui fait que, alors que ça aurait pu commencer à t égale 1 seconde en temps cosmologique, eh bien, pour l'instant, ça marche pas. Alors, à t égale 100 secondes, vous voyez, c'est 100 fois, il faudra attendre un temps 100 fois supérieur, la nucléosynthèse va devenir efficace. Parce que la température est tombée seulement à 1 milliard de degrés Kelvin, hein, donc seulement 70 fois la température du Soleil, et le deutérium va devenir stable. Parce que là, on est quand même à 10% de l'énergie, disons, de l'énergie de liaison du deutérium. Bon, des photons qui ont des énergies de 10 fois supérieures, il y en a quand même avec 1 milliard, il n'y en a quand même pas tant que ça. Donc ça peut quand même commencer à bien travailler. Et bon, il rentre, à ce moment-là, l'univers rentre en fusion. Alors, il faut voir qu'effectivement, le nucléosynthèse primordiale, c'est pas rien. C'est-à-dire, on sait qu'une supernova qui rentre en fusion, ça fait du dégât et beaucoup de bruit. Mais l'univers entier qui rentre en fusion, c'est encore autre chose. Et il restait donc, en quelques dizaines de secondes, donc les neutrons survivants, un neutron pour 7 protons, vous voyez, ils ont été quand même sacrément décimés. Ils sont incorporés, disons, dans des noyaux deutérium qui eux-mêmes vont fusionner par différentes phases dans des l'hélium 4. Et l'hélium 4 est un élément extrêmement stable. Bon, là, une petite réaction, par exemple. Donc, on peut dire qu'en moins de 100 secondes, la nucléosynthèse, elle a d'une part sauvé les neutrons qui restaient, elle a préservé 90% de l'hydrogène, parce que pour la suite, il faut du carburant quand même. Sinon, si la fusion s'était trop bien passée, tout aurait été transformé en hélium, et alors là,
Ça aurait été beaucoup plus compliqué pour faire des étoiles, parce que démarrer la fusion de l'hélium, c'est autre chose que démarrer la fusion d'hydrogène. Donc, le neutron, elle les a incorporés parce qu'en plus, vous savez qu'il est instable, hein, à l'état libre, il a une période de à peu près 15 minutes. Donc, assez rapidement, ils auraient disparu. Et cette fusion tardive, en plus, elle fait que la température est trop basse pour générer des quantités significatives d'autres éléments. Elle va à peu près s'arrêter, disons, vers 200 secondes. Et grosso modo, elle aura généré 10% d'hélium, si on parle liaison en atomes, hein, 10% d'hélium, il va rester 90% d'hydrogène. Alors en masse, évidemment, c'est pas ce ratio-là, parce que l'hélium est 4 fois plus lourd, mais sinon, ça donne ça. Vous voyez, bon, là, je résume, hein, donc sans les déterminations de la mécanique quantique, sans la dissymétrie, et également cette dissymétrie, elle est assez critique, parce que si elle avait été beaucoup plus grande, il serait rien passé, parce que le bain de photons, jusqu'au bout, il aurait été trop énergétique, il aurait cassé jusqu'au bout, et la température aurait été trop basse après pour que la fusion puisse commencer. Et s'il avait été trop faible, alors là, effectivement, c'est autre chose. L'hélium ça aurait été complètement transformé en hélium. Vous voyez, c'est une valeur un peu critique autour de cette valeur-là. Alors, je continue sur l'imperfection. Hein. Bon, c'est vrai qu'on a, sans l'indétermination de la mécanique quantique. Alors, c'est vrai qu'on dit indétermination maintenant, on dit plus incertitude. Je crois que c'est le terme plus correct, parce que c'est vrai que c'est vraiment une indétermination. Sans la dissymétrie matière-antimatière, la nucléosynthèse, ça serait trop bien passé. Sans vous voyez, sans tous ces problèmes, l'univers il n'aurait pas pu évoluer suffisamment longtemps pour permettre effectivement à la phase suivante, à savoir des systèmes solaires avec des planètes se former. Bon, vous connaissez la suite. Bon, après, il se passe pas. Bon, tout ça, ça s'étend. À 380 000 ans, on dit qu'il y a un découplage, hein, puisque à 3000 degrés Kelvin, vous voyez, c'est une fraction d'électron-volt. Là, on est dans l'énergie de liaison, disons, entre un noyau et les électrons des ondes périphériques, puisque donc les atomes maintenant peuvent commencer à être stables sans être éjectés par l'énergie qui les expulserait, hein, qui les ioniserait, en fait, qui ioniserait les atomes. Donc là, l'univers, disons, va se neutraliser, il va se réaliser après par les étoiles qui vont émettre de l'ultraviolet, et là, il va passer à une phase où il va être relativement neutre. Bon, et du coup, il devient transparent à la lumière, parce que bon, même si la lumière peut se coupler un peu avec les atomes, elle se couple beaucoup moins qu'avec un plasma qui est opaque. La lumière, les photons dans les plasmas, ils passent pas. En fait, ils sont immédiatement, disons, ils sont combinés ils réagissent avec les atomes. C'est cette surface donc de dernière diffusion, hein, qu'on appelle le rayonnement fossile cosmologique, que les satellites comme Planck analysent. C'est le témoignage observable, disons, du rayonnement le plus ancien de l'histoire de l'univers. Et il faut quand même noter que c'est en analysant les motifs des fluctuations de température, hein, parce que c'est ça qu'on observe, hein, la taille, etc. Les empreintes laissées par les événements antérieurs. Alors, oui, je n'ai pas parlé de la matière noire, mais c'est grâce à la matière noire que ces empreintes ont pu, disons, préserver, hein, subsister, qu'on induit dans le cadre d'un modèle théorique son histoire antérieure. Autrement dit, on est effectivement, bon, ça vous connaissez bien, on est dans le schéma de la caverne de Platon, quand on voit une ombre, hein. On voit des ombres, et à partir de ces ombres, on essaie de reconstituer, disons, qu'est-ce qui a pu se passer, effectivement, au-delà, alors, avec un modèle théorique en tête. Sans modèle théorique, on pourrait effectivement rien en tirer. Donc ces ombres peuvent permettre, disons, d'essayer, on en tire plein de choses, hein. Tous les résultats qu'on tire de Planck, vous avez vu, il y en a toute une liste. Donc vraiment, on peut y tirer énormément d'informations, uniquement, effectivement, de la répartition de ces ombres, de leur taille, on fait une transformée de Fourier, on regarde s'il y a vous savez, quand il y a des pics, ça correspond à des tailles, parce que c'est des résonances, hein, c'est un peu comme des cordes qui vibrent, disons, en fonction de leur longueur. Donc, vous voyez, c'est avec les différents pics, où on a des harmoniques, on tire un tas de choses, puis après, la valeur des contrastes, l'ampleur des pics, l'ampleur relative des pics, on tire, tout ça, c'est tiré, effectivement, d'une analyse de cette ombre. Alors, les briques de base. Bon, ça, vous connaissez bien, hein, bon, vous voyez, il n'y en a pas tant que ça, finalement, des briques de base. Et encore, si je regarde là, dans les quarks, le charme, le top, le strange et le bottom,
À part dans les accélérateurs à particules, il n'y en a pas trop dans la nature. Hein. Donc, il n'y a pas tellement de briques de base. Hein. Donc, il y a des quarks, il y a des leptons. Et puis, dans les bosons, le gluon, en plus, bon, il est un peu hypothétique pour l'instant. Hein. Bon, les trois autres, et puis le boson de Higgs, on les connaît maintenant. Mais il n'y a pas beaucoup de briques de base, quand même. Et avec toutes ces briques de base, eh bien, on peut se demander, effectivement, ça paraît bien mince pour expliquer la complexité importante de l'univers. Alors, pour être complet, il faudrait rajouter l'antimatière, parce que chacun a son anti-particule qui peut être confondue d'ailleurs avec elle-même. Alors, je vais parler des interactions connues. La gravitation, on la connaît hein, depuis longtemps, celle-là. Elle est très faible, c'est qu'elle est très faible. Hein. Elle peut régir l'univers qui a très grande échelle. Hein. Il faut des très grosses masses, galaxies, étoiles, planètes, satellites. Elle régit les grandes structures. L'électromagnétisme, lui, il est au niveau de ce qu'on appelle le mésocosme, c'est-à-dire de notre échelle. Mais c'est une interaction qui est 10-40 fois plus forte que la gravitation. Alors bon, comment on calcule ça? Bon, on regarde deux électrons, puis on regarde leur répulsion dans le cas électromagnétique, et puis on imagine ce que ça peut au niveau des ondes de l'attraction gravitationnelle qu'ils peuvent avoir, et on voit qu'il y a un rapport de 10 puissance 40. Alors, l'électromagnétisme, elle est très importante parce que elle va assurer la cohésion des atomes, des molécules, des solides, de pratiquement beaucoup de choses de cette table, de tout ce qu'il y a pratiquement ici. Hein. L'interaction forte, elle, c'est entre les quarks, hein, et elle assure entre autres la cohésion des protons et des neutrons, hein, parce que c'est qu'ils sont formés de... c'est pas si vieux que ça, les quarks, c'est les années 60. Hein. Avant, ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait des expériences dans les accélérateurs, on trouvait de nouvelles particules. On commençait à se dire, ça fait beaucoup. Et on se rend compte qu'en fait, c'était des combinaisons, effectivement, après, de quarks qui sont en nombre beaucoup plus réduit. Parce qu'on a des particules qui sont faites de 3 quarks, mais il y en a aussi qui sont faites de 2 quarks, un quark, un antiquark. Et il y en a pas mal. Et puis l'interaction faible elle est particulière parce qu'elle permet au quark de changer de saveur, et ainsi, par exemple, de changer un neutron en proton ou vice-versa. Et ça, c'est bien parce que ça modifie l'élément chimique qui dépend du nombre de protons. Par exemple, quand de la radioactivité, elle va effectivement faire perdre, elle peut changer un proton en neutron, ou l'inverse, ça peut aussi exister. Donc, elle a une autre particularité, c'est qu'elle viole la symétrie de parité. C'est-à-dire que, par exemple, des neutrinos, il y a que des neutrinos, je crois, à gauche, il n'y a pas de neutrinos de droite, mais les antineutrinos sont droits. Alors que les autres particules peuvent avoir les deux possibilités. Elle viole disons, la parité. Le neutrino est toujours encore assez mal connu, on ne connaît pas vraiment sa masse. On sait qu'il en a une, on sait qu'elle est faible, mais on la connaît pas vraiment. Alors c'est pareil, bon, vous savez, les quarks, souvent représentent 3 quarks bien sagement pour une particule. En fait, c'est un fouillis pas possible. Il y a, Marco Zito, c'est un spécialiste, il vous l'expliquera. Il y a un bouillonnement de quarks, d'antiquarks et tout. Ce qu'on peut dire, grosso modo, c'est par exemple dans le proton qui a 2 quarks EU, un quark D, c'est qu'il y a 2 quarks EU de plus que d'antiquarks EU, et il y a un quark D de plus que d'antiquarks D. Vous voyez, tout ça, ça bouillonne pas mal du fait que le gros de l'énergie dans un proton, c'est pas la masse, disons, des quarks, c'est l'énergie de liaison. C'est une énergie de liaison. C'est une énergie de liaison qui est très très forte. Et ça gère des tas de particules. Alors, pourquoi j'ai insisté sur les neutrons? Parce qu'en général, on se dit, oh, le neutron, bon. C'est au niveau des éléments chimiques, hein, les briques de la matière. Et, bon, c'est permis par les neutrons qui assurent la cohésion du noyau, parce que les protons, malgré tout, ils sont chargés. Ils se repoussent dans le noyau. Et puis, on a vu que l'interaction électromagnétique, elle n'est pas si faible que ça. C'est une interaction quand même plutôt forte. Ce qui retient les nucléons entre eux dans le noyau, c'est ce qu'on appelle la force nucléaire. Mais la force nucléaire, c'est pas une interaction fondamentale, en fait. C'est pas l'interaction forte. Et la force nucléaire, alors on pense que c'est un effet résiduel de l'interaction forte, mais c'est pas sûr. Elle n'est pas si forte que ça. C'est-à-dire que bon, s'il n'y avait pas les neutrons qui, eux, sont sensibles à l'interaction forte, mais c'est ça, la force nucléaire, pardon, mais qui ne sont pas chargés, s'il n'y avait pas de neutrons, le noyau, il n'aurait pas beaucoup de stable. D'ailleurs, il n'y en aurait même qu'un, il n'y aurait que l'hydrogène de stable, en fait. Parce que l'hélium 2, à 2 protons, c'est pas stable. Déjà, l'hélium, bon, il y a l'hélium 3 qui a 2 protons et un neutron. Lui, bon, ça va, on le connaît. L'hélium 4 qui est très stable. Mais l'hélium 2, c'est pas stable. Alors les autres, encore moins. En chimie, il y aurait de l'hydrogène, sans neutrons. C'est pour ça que le fait d'avoir sauvé les neutrons,
c'est quand même une bonne chose, disons, pour la suite des opérations. Bon, là, je vous mets la classification de Mendeleïev. Vous voyez l'hydrogène, et puis l'hélium, dont lui, il a l'isotope, il a l'hélium 3, puis après le lithium, etc. Mais bon, des trucs sans partir de l'hélium, s'il n'y a pas de neutrons, ça ne tient pas. D'ailleurs, dans le Soleil, la réaction la principale du Soleil, c'est une réaction proton-proton. Mais quand deux protons se rencontrent, immédiatement, un des protons se désintègre en neutrons. Parce que disons, l'hélium de protons n'est pas stable. Donc il y a une désintégration par l'interaction faible. Il y a un quark qui change de saveur, et ça devient, disons, un noyau, à ce moment-là, d'hydrogène lourd, c'est-à-dire l'hydrogène, c'est deutérium. Bon, là, j'ai remis le schéma avec les abondances. Et vous voyez que, à part, bon, il y a évidemment de l'hydrogène, de l'hélium, un peu d'hélium 3, puis après, on commence à aller c'est la barre grise qui donne à quel endroit on est. Il y a, effectivement, à part le reste, il y a un peu d'hydrogène lourd, mais le lithium, il n'y en a pas beaucoup. On est dans les 10-10, 10-9. Et puis le reste, c'est vraiment, disons, infinitésimal. Ça, c'est les étoiles qui vont se charger du travail, là, pour le reste. Alors également, autre point là où on a eu chaud, c'est la synthèse du carbone. Parce que bon, la chimie organique, elle est quand même fondée sur le carbone. Une raison simple, c'est que le carbone, alors ceux qui ont fait de la chimie s'en rappellent, il a une valence de 4. Il peut s'accrocher à 4 atomes. Donc ce qui permet, disons, de la combinaison avec des autres atomes, ça permet de constituer des molécules relativement complexes, avec des chaînes qui peuvent être assez longues. Or, le carbone, quand on regarde sur le point de vue théorique, comment il se forme dans les étoiles, dans les supernovas, par exemple. Bon, en fait, ça correspond, son numéro atomique correspond à 3 atomes d'hélium. Enfin, 3 atomes d'hélium, on les voit rarement au même endroit. Donc, en fait, le schéma habituel, c'est 2 atomes d'hélium qui vont fusionner pour faire du beryllium, et puis un atome d'hélium qui va fusionner du beryllium pour faire du carbone. Et quand on fait les calculs, on arrive à un chiffre extrêmement bas, mais des milliers de fois inférieur à ce qu'on observe. Et ce qui s'est passé, en fait, et ça, d'ailleurs c'est Hall, je crois qu'il avait plus ou moins trouvé ça au début, il y a un état excité du carbone qui est en résonance avec disons, les énergies des constituants à fusionner. Et quand il y a une résonance, vous savez que ça augmente considérablement la probabilité de fusion. Et cette résonance fait qu'effectivement, la quantité de carbone qui est générée est tout à fait significative. Mais disons, on a fait les calculs pour essayer de voir comment ça se produisait. Et c'est que très récemment, avec des supercalculateurs, qu'on a réussi à expliquer complètement, effectivement, le mécanisme. Donc c'était un truc qui restait... Bon, vous l'avez constaté, mais pour l'expliquer complètement, il a fallu, effectivement, faire des calculs très compliqués. Alors le hasard créateur, bon, je sais que c'est pas terrible, mais c'est ce qu'on peut. Donc l'imperfection créatrice à l'œuvre, on a vu que la perfection était stérile. Pour ça, il ne faut pas trop nous critiquer, on n'est pas parfait, mais vous voyez d'où ça vient. Ça semble indiquer que l'univers obéit aux lois du hasard. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Le hasard, il est contraint par les 4 interactions fondamentales qu'on a citées, qui jouent un espèce de rôle d'ADN. Tout n'est pas possible. Il ne peut exister que se produire que ce qui est compatible avec ces interactions. Parce que c'est ces interactions qui permettent de le faire. Donc, vous voyez, c'est quand même un hasard qui est encadré. Il ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, le contexte évidemment énergétique qui joue un rôle essentiel, parce que les interactions, on a vu que si la température était très élevée, elles ont bien du mal à s'exprimer. Donc, ça va surtout jouer à des températures relativement basses. C'est disons, ce genre de critères. Bon, vous voyez, la diversité de la chimie du vivant nécessite un contexte dans une fenêtre à basse énergie pour manifester toute sa complexité, parce que les chaînes de molécules longues, si vous augmentez la température, elles vont se casser, elles vont se défaire. D'autre part, beaucoup de réactions dans le vivant sont des molécules qui changent, qui s'associent avec d'autres, etc. Et ça peut se faire que dans une fenêtre de température, parce que les énergies quand même en jeu dans les molécules sont beaucoup plus faibles que dans les atomes. L'énergie de liaison entre deux, d'où ça vient l'énergie de liaison, disons, dans les molécules entre 2 atomes. Alors on appelle ça la force de Van der Waals. C'est pas une force fondamentale. C'est un effet résiduel de l'interaction électromagnétique.
C'est que quand on regarde les atomes en disant l'atome il est neutre vu de loin. Il est neutre vu de loin parce que les charges électriques plus et moins, elles sont pas au même endroit. Donc quand deux atomes sont près, il y a des interactions effectivement entre les charges plus et moins, etc. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'effectivement il y a un effet de liaison. Alors d'autant plus, comme ça se fait par les couches extérieures, vous savez que en mécanique quantique, on définit le nombre de couches, hein, on ne peut pas mettre les électrons n'importe où, et dans chaque couche, on peut dire combien d'électrons maximum il peut y avoir avec les différents nombres quantiques. Parce que, évidemment, les molécules, elles vont être en contact par l'extérieur. C'est donc la couche extérieure qui parle, qui est intéressante. Et par exemple, dans les atomes de carbone, ben, il se trouve que il pourrait, je sais pas, mettre un certain nombre d'électrons, et il se trouve qu'en fait, il en manque 4. C'est pour ça qu'il a 4 liaisons. C'est que ces quatre électrons qui lui manquent, et ben, il va facilement s'associer avec d'autres pour essayer, disons, de les remplir. C'est comme ça que ça marche, hein, la chimie. Donc, vous voyez, c'est ça qui fait, mais il ne faut pas que la température soit trop grande, que tout ça, malgré tout, bah, l'énergie de liaison des molécules, elle n'est pas très grande. Donc, elle se casse, ça se casse facilement. Alors, je vais peut-être un peu vite, là. Bon, alors, la matière noire, oui, j'ai oublié, mais bon, quand j'ai parlé là, du plasma qui se refroidissait, là, de ce qu'on voit dans le RFC, vous savez comme moi que disons, l'interaction avec de la matière avec le rayonnement, ça a tendance à lisser, disons, la température. Et s'il y a des différences, des puits de potentiel, etc., s'il y avait eu que ça, effectivement, eh bien, le rayonnement de fond cosmologique, il aurait été beaucoup plus lisse. Donc les imperfections là qui sont nées de la dilatation, effectivement, des grandes structures, plutôt des fluctuations quantiques par l'inflation, c'est la matière noire qui les a préservées. Parce que la matière noire n'interagit pas avec le rayonnement. Donc la matière noire est insensible, et c'est elle qui a joué le rôle de frigidaire, grosso modo, pour garder comme un certain nombre d'inhomogénéité, parce que sinon tout ça, ça aurait été, peut-être pas lissé complètement, mais lissé beaucoup plus encore que ça l'est actuellement. Donc la matière noire, si on ne l'avait pas observé, je ne dirais pas qu'il aurait fallu l'inventer, mais il aurait fallu inventer quelque chose qui aurait permis effectivement de conserver effectivement ces fluctuations, qui, si on fait les calculs, auraient été beaucoup plus faibles que ce qu'on peut observer. Donc, alors ces grumeaux de matière, hein, c'est des gaz, hein, ils vont s'effondrer par un mécanisme complexe, hein, parce que plus on regarde de près, plus c'est compliqué en fait. Et puis, ce gaz local, il va donner des étoiles avec leur cortège de planètes. Donc là, je vais peut-être aller un petit peu. Je ne sais pas si je suis dans les temps, là, c'est bon, non? Alors, les étoiles finissent ce travail. Oui, les étoiles, c'est des usines à atomes. Hein. Elles vont produire d'autres éléments. Alors, en particulier les supernovas, parce que dans une fusion explosive, non seulement elles synthétisent de nombreux éléments, parce que là, dans une fusion explosive, la température monte à 1 milliard de degrés. Alors là, 1 milliard de degrés, ça fusionne bien. À 15 millions de degrés, ça a du mal, mais à 1 milliard de degrés, donc, et plus elle va les disperser dans l'espace. Donc, ça va ensemencer, comme on dit, le milieu interstellaire. Le fait que, par exemple, notre Soleil, c'est pas une étoile de première génération, parce que dans le Soleil, on retrouve une proportion pas si négligeable que ça, 10-4 pour certains éléments, 10-7, d'éléments qu'il n'a pas eu le temps de s'en fusionner. C'est des éléments qu'il a récupérés du nuage, disons, à partir duquel il s'est effondré. Donc, c'est-à-dire qu'une supernova, alors à proximité au sens cosmologique, hein, donc ça peut faire quelques années-lumière, qui a explosé, disons, et le gaz, d'une part, il s'est répandu, et puis en plus, ça avait l'onde de choc de l'explosion qui a tendance à compresser le gaz. Ce truc-là, il faut l'amorcer, la compression, parce qu'une fois que c'est amorcé, ça peut continuer, mais après, c'est un peu compliqué. Donc ça va permettre, nous, à une autre génération d'étoiles, comme notre Soleil, hein, qui peuvent être stables, encore précisément, de générer des systèmes planétaires comme le nôtre. Bon, vous connaissez toute cette image hein, de la supernova du Crabe, qui a explosé il y a 1000 ans à peu près. Hein. Une autre spectaculaire, là, c'est l'explosion de la nova alors c'était une nova là, de 1572 de Tycho. Donc vous voyez, bon, évidemment, ça a terrifié les gens, hein, ce genre de choses, d'étoiles qui apparaissaient, qui n'existaient pas en fait. Et surtout, ça a beaucoup terrifié l'Église parce qu'effectivement, le ciel était réputé, ça avait incorruptible, c'est-à-dire immuable, et une étoile qui apparaissait, et surtout qu'elle était fixe par rapport aux autres étoiles, c'était pas un truc qui se baladait, ça, c'était pas prévu, disons, dans la théorie.
Naissance et vue du Soleil, bon ça vous l'avez sûrement vu, hein, ça a commencé par une nébuleuse. Là aujourd'hui, on est dans une phase où le Soleil est relativement stable. C'est une étoile quand même relativement stable. Bon, il bouge un peu quand même, mais c'est pas de beaucoup. Et puis bon, je pense qu'à l'échelle, disons, en tout cas à notre échelle, il sera quand même stable un certain temps. S'il y a des soucis à se faire, c'est pas quand même trop de ce côté-là qu'il pourrait venir. Donc c'était il y a à peu près un peu de 4 milliards d'années. Hein. Ça, j'avais dit. Alors, le Soleil est une étoile qui brûle très très mal, hein, avec un cœur à 15 millions de degrés. Vous voyez, l'énergie de liaison, c'est de l'ordre du MeV, c'est pas chaud. Donc, bon, ce qu'il y a, c'est que c'est compensé par le fait il y a énormément de matière, hein, plus de 10 puissance 30 kilos, donc même s'il en brûle pas beaucoup, ça fait quand même de la chaleur. Puis aussi, l'effet tunnel joue son rôle également. Donc, il y a ce qu'on appelle une combinaison de l'effet tunnel et puis, disons, de l'effet simplement thermique plutôt, qui fait qu'il y a un endroit, il y a un pic, qu'on appelle le pic de Gamow, je suppose que c'est lui qui a dû trouver ça, où la fusion, c'est là qu'elle est la plus efficace à une certaine température. Bon, chaque kilogramme de soleil, en fait, il génère moins d'1 milliwatt. Hein. Nous, à titre d'exemple, on est à peu près à 1 watt par kilo. Hein. Donc, on est plus de 1000 fois plus brillant que le soleil. Sauf que c'est même pas 1 milliwatt. Hein. Je crois que c'est 0,02, 0,3, c'est pas beaucoup. Alors, ce roulement poussif, c'est une aubaine parce que brûlant mal, il brûle longtemps. Donc, il satisfait aussi aux exigences pour l'apparition de la vie. Donc, parce qu'en fait, même quand il aura, au bout d'1 milliard d'années, il a consommé très très peu. Vu l'hydrogène qu'il a, il n'en a pas consommé beaucoup. Alors, bon, là, j'ai mis une petite animation. On voit que le Soleil également, ça c'est pour... si j'arrive à... Je ne sais pas si ça va l'avancer. Ah oui, ça marche, oui. Pour montrer que le Soleil, c'est un ami qui ne nous veut pas que du bien. Parce que là, vous voyez, il est en train d'envoyer du vent solaire. Et le vent solaire, si on le recevait, c'est pas franchement bon pour la santé. Disons, il n'y a pas grand-chose, la vie ne pourrait certainement pas, disons, se développer. Bon, ça, c'est le scénario. Au début, effectivement, c'était bon, assez cataclysmique, hein, puisque vous savez que dans un système planétaire, système solaire, pour que l'étoile puisse s'allumer, il faut qu'il éjecte son moment angulaire cinétique. Donc, en fait, il va l'envoyer dans les planètes. Par exemple, quand on regarde le système solaire, 99% de la masse est dans le Soleil, mais 99% du mouvement angulaire est dans les planètes. Parce qu'évidemment, un truc qui tourne trop vite, ça peut pas s'effondrer. Donc c'est comme ça. Alors quand c'est des systèmes multiples, bon, ça se passe autrement, mais un système unique, c'est pour ça que les planètes sont fréquentes. C'est parti du. Puis au début, oui, c'est des gros cailloux. Il y en a des gros, il y en a des petits, tout ça, ça tamponne. Disons que ça fait pas mal de trucs. Puis à la fin, ceux qui sont plus gros, ils en attirent plus. Donc ça peut faire des planètes. Et puis les autres, ça fait des météorites. Et puis bon, les planètes, au début, effectivement, elles reçoivent plein de météorites. Ça doit pas être beau à voir. Vous voyez, bon là, il y a un système vue d'artiste. Et puis sur Terre, oui, probablement que les météorites perçaient la croûte terrestre, qu'il y en avait des gros qui tombaient, et ça devait faire beaucoup de volcanisme. Donc la chaleur qui est au centre de la Terre, c'est une relique de cet échauffement en fait qu'il y a eu au début, hein, puisqu'évidemment tous les chocs, ça génère de la chaleur. Notre atmosphère, alors une planète de la taille de la Terre peut retenir durablement une atmosphère de gaz pas trop léger. Bon, elle va perdre rapidement son hydrogène et aussi l'hélium. On ne trouve pas d'hélium gazeux dans l'atmosphère. Hein. Mais elle va pouvoir retenir durablement des molécules de gaz comme l'azote, N2 ou O2, ou etc. quand il y en a. Ce que Mars, par exemple, plus petit, ne peut pas faire. Il n'y a pas d'oxygène libre gazeux au départ. Hein. Les premières formes de vie, en fait, vont être anaérobiques. Donc là, un petit schéma. Alors ça, je vous le garantis pas parce que ça change souvent, ce truc-là. Au début, on ne sait pas très bien. On voit de la vapeur d'eau, du CO2. Alors, ce qui reste, ce qui n'est pas marqué, c'est l'azote. Hein. Il reste nitrogène, c'est l'azote. Bon, du méthane. Et puis, le point intéressant, c'est il y a 2 milliards d'années environ, ce qu'on appelle la grande oxygénation, où là, l'oxygène libre a commencé à apparaître. Alors, on pense que les cyanobactéries qui effectivement rejetaient l'oxygène, qui est un poison pour elles, hein, d'ailleurs ça les a fait s'éteindre, elles ont pu amorcer un espèce de mouvement cumulatif qui a fait que la libération de l'oxygène
a pu, disons, se produire à plus grande échelle, parce que je crois que les cyanobactéries, elles étaient responsables peut-être 0,1 ou 1% de l'oxygène libre. Donc ça, et puis à droite, vous avez les variations de température de la Terre. Alors vous voyez que les variations de température de la Terre, ça c'est à peu près sur 15 degrés, hein, les variations, hein, à peu près, vous voyez, entre 10 et... non mais plus que... Oui, c'est ça, ça fait 15 degrés environ. Bon, actuellement, en haut, on sort d'une époque glaciaire, on est en train de remonter. Bon, là, on est en train de remonter un peu vite d'ailleurs, c'est un peu le problème. Mais il y a eu des variations très importantes. Bon, on n'était pas là, vous me direz, les espèces qui étaient sur place, je ne sais pas ce que ça leur a fait. Mais bon, ça a quand même pas mal changé, hein, les périodes de chaud et froid, sans qu'on connaisse vraiment d'ailleurs bien l'origine de ces variations. Vous voyez, les variations de température comme en surface de 15 degrés. Bah, vous savez qu'il y a quand même un effet de serre qui élève de 35 degrés la température par rapport à ce qu'elle serait s'il n'y a pas d'effet de serre hein, sur Terre, hein, déjà. Donc ça, mais ça, c'est l'effet de serre qu'on connaît actuellement. C'est ça. 10 000 trucs. J'accélère. L'eau liquide, les hypothèses sur l'eau, c'est pareil, ça change souvent. On a pensé aux comètes. Il y a beaucoup de glace dans les comètes. On pensait qu'une queue de comète a pu mettre de l'eau. On a pensé que ça aurait pu être de la pluie. Aujourd'hui, on pense que il y a peut-être eu ça, mais aussi que la Terre devait incorporer de l'eau à l'origine, parce que c'est un élément qui est quand même très présent dans l'univers de l'eau. Hein. Alors, pour la vie, effectivement, des conditions, une planète dont la température présente des régions dans une fenêtre autour de 15 degrés, hein, pour que les réactions chimiques soient efficaces, pas trop de choses dangereuses à proximité, l'eau, l'état liquide, une atmosphère gazeuse appropriée hein, pour des réactions chimiques, parce que l'intérêt de l'oxygène, c'est que ça permet des réactions chimiques qui sont très énergétiques, et puis qui protègent aussi des rayonnements nocifs. Et des résidus des vents solaires, ça je vais passer. Un bouclier magnétique, vous savez que le bouclier magnétique, le vent solaire, il dévie la plupart des particules du vent solaire, qui sont des particules chargées. Donc, il y en a un petit peu qui rentrent et donnent des aurores boréales. Là, j'avais prévu des trucs, mais je vais les passer quand même. Et puis que tout ça soit stable, parce que le processus de l'évolution vers des êtres complexes, ça a pris des milliards d'années sur Terre. Mais il faut quand même qu'il y a eu des catastrophes, dans l'extension des dinosaures de temps en temps. Et en fait, ça permet peut-être de sortir d'état stable, pas forcément optimum, parce que l'évolution des dinosaures, c'était des dinosaures de plus en plus gros, de plus en plus féroces, etc. C'est pas ça, à part cette perspective, ça ne devrait pas forcément faire beaucoup de choses très, très intéressantes. Des mutations, ça il y en a beaucoup. Système de sélection-évolution, c'est darwinisme. Un monde non figé, ce sont les erreurs qui conduisent à l'évolution. Alors, les molécules organiques sur Terre, elles viennent d'où ? Il faut savoir que dans l'univers, dans le vide interstellaire, il y en a pas mal des molécules organiques. On en a recensé plus de 180 dans le vide et puis dans les enveloppes stellaires, et dont certaines sont assez complexes. Complexes, celles qui sont plus isotopes sont considérées comme complexes. Donc, il y a déjà un peu... Il n'y a pas de l'ADN, mais enfin, il y a ce qu'on peut appeler des briques de base. Alors, la gravitation, elle a créé un contexte, disons, hébergeur, des planètes. Les autres, elles permettent, disons, tout ça, de s'organiser, de faire que les choses puissent changer. Par exemple, l'interaction faible, elle permet aux éléments chimiques de changer de nature. Sinon, ça serait très compliqué, effectivement, d'avoir tous les éléments. Ils n'ont pas tous été faits en même temps. Il y en a qui ont été faits, puis les autres, c'est par des désintégrations. Alors là, l'émergence mystérieuse de la vie, tout ça, la possibilité, c'est pas la réalisation. Le fait que quelque chose soit possible, est-ce que ça implique que ça se réalise ? Alors je rappelle nous, on rentre dans la théorie. Une théorie, c'est une auberge espagnole. On trouve ce qu'on y a mis. C'est comme tout. Alors, on ne fait pas partie explicitement des hypothèses. Ça, c'est clair. Il peut paraître étonnant que la possibilité de notre émergence puisse exister. Alors, j'ai pris l'exemple d'une représentation théâtrale où l'auteur n'est pas physiquement présent sur scène, mais il l'est dans l'histoire. Une théorie étant une construction humaine, notre existence, elle est bien implicitement dans l'histoire, en tout cas dans la théorie. Donc la théorie résultant par cohérence, elle doit contenir notre existence, parce que c'est nous qui l'avons fait de toute façon. Alors,
petit point amusant, je ne sais pas si vous avez lu Sapiens de Harari, c'est amusant, parce qu'il suppose que le vrai gagnant de l'évolution du Sapiens, bon, il essaie d'expliquer comment le Sapiens a dominé la planète par rapport aux autres espèces qui existaient, il disait que ce n'était pas son individu le grand gagnant, mais son ADN, c'est-à-dire l'espèce. Nous serions un simple support de reproduction. Alors, coup dur pour notre ego, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème. Bon, par le fait qu'on soit mortel, par exemple, ça pourrait s'expliquer par le fait que c'est plus efficace, effectivement, pour faciliter ce mécanisme-là. Bon, pas très gai tout ça. Alors, les limites de la pensée scientifique. Alors, vous voyez, quand même, quand on regarde les théories, il y a des singularités. Il y a des choses dans les théories, on voit qu'il y a des points et buts. Les singularités en relativité générale, d'indétermination quantique, elles marquent comme des limites de ces théories. Alors, ces théories, bien sûr, elles sont ni parfaites ni définitives, mais on peut se demander si ces limites sont structurelles ou simplement liées à des défauts de ces théories. Alors, ce qui est certain, c'est qu'on peut faire reculer ces limites, ça c'est pas douteux par nouvelle théorie, mais est-ce qu'on peut vraiment les supprimer? Ça c'est un problème effectivement qui reste en suspens. En cosmologie, alors c'est exacerbé puisqu'on fait partie de l'univers. On a souligné notre empreinte implicite, l'esprit du physicien, dont la nature et les limites contraignent la théorie. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que nous, quand on pense, on en fait de notre pensée un objet extérieur, mais en fait, il faudrait toujours rester à l'intérieur. Parce que si on se fait un objet extérieur, on est en contradiction avec les vérifications qu'on peut faire que de l'intérieur. Et c'est un problème de cohérence entre les vérifications et puis, disons, ce qu'on peut en penser. Alors, de même que l'espace, le temps, le mouvement était remplacé par l'espace-temps, il faudrait presque rajouter, mais je crois qu'il y a eu des tentatives dans le sens, l'esprit du physicien pour qu'il soit partie prenante de l'ensemble, disons, qu'on va avoir à considérer. Alors bon, ça pourrait se faire par des termes d'information, parce que l'information est un moyen, effectivement, d'intervenir. Il y a de l'information dans l'univers, on a de l'information quand on acquiert des connaissances. Alors je vais parler le principe anthropique. Alors en fait, c'est plutôt un argument, le principe, c'est pas vraiment un principe. Il y a le principe anthropique faible qui stipule que puisque nous sommes là pour en parler, il ne faut pas s'étonner que l'univers ait toutes les caractéristiques requises pour permettre notre existence. Bah oui, c'est difficile à contester, il faut bien reconnaître. Sauf que, bon, quand on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé, il faut bien dire. Mais c'est vrai que c'est un argument incontestable. Le principe anthropique fort, il stipule une finalité. Comme on dit, indépendamment de toute réponse religieuse, qui a ses propres récits, l'univers devait nécessairement produire des êtres comme nous. Cela peut être vu comme une réponse à une frustration de se sentir comme un enfant non désiré, mais ça reste un sujet de réflexion plutôt à caractère philosophique ouvert. Alors bon là, l'avenir commence au présent. Bon là, j'ai fait mon petit truc. Nous avons montré comment, et à travers quel scénario quand même assez invraisemblable l'univers a pu accoucher de nous. Alors sommes-nous un cas exceptionnel? Avec toutes les exoplanètes qu'on trouve, on va peut-être penser que c'est pas forcément le cas, puisqu'on voit que les planètes, c'est quand même un phénomène assez général. Simplement, quand on est très loin, le problème, c'est la communication et la durée de vie des civilisations. Bon, en tout cas, pour ce qui est le court terme, notre destin, il est moins partiellement entre nos mains. Pour prendre la conscience de la valeur de l'univers, ne porter rien de tel qu'un peu de recul. Bon, la Terre, c'est notre vaisseau spatial, dans un espace hostile. Alors l'espace, il est hostile, pourquoi? Parce qu'il n'y a rien il fait un inhospitalier d'abord, parce qu'il ne contient pas les éléments indispensables à notre vie et qu'il faut les emporter, ça c'est clair. Il est hostile parce qu'on est exposé à des météorites, à des rayonnements nocifs d'une grande violence. Donc la Terre, elle a à peu près tout ce qu'il faut. Si on est arrivé, c'est qu'elle a à peu près tout ce qu'il faut, disons, pour que la vie puisse se développer. Et puis, c'est un vaisseau spatial, donc il faut le maintenir en état. Bon. Alors l'épilogue. Bon, alors là, j'arrive à la fin, là, c'est bon. Bon, on a vu le cheminement tortueux qui a mené jusqu'à nous. Si le récit chronologique nous a permis de décrire la phénoménologie afférente, c'est dans une vision anthropomorphique. L'univers, une vie, une naissance, une vie, une mort. L'approche covariante ou la modélisation de l'univers fait appel à un espace-temps autosuffisant pour exister, nous montre que le seul problème à se poser, c'est celui de son existence, c'est en conséquence de la nôtre, qui ne résulte pas d'une création, mais qu'un état. Donc, si les habitudes de pensée ne sont pas familières avec cette approche, les théories développées en montrent pourtant l'évidence. Les singularités incontournables. Hawking a même démontré Hawking a montré qu'en relativité, par exemple, les singularités étaient incontournables, en fait.
Ça marque les limites asymptotiques de la physique. La détermination quantique, la contrafactualité, le paradoxe EPR, il faut reconnaître que ça défie quand même plus ou moins l'entendement. Hein. C'est des choses qu'on a un peu de mal à comprendre, du moins dans le contexte, notre contexte habituel. Bon, nous-mêmes, supposons que nous soyons seuls abandonnés dans un lieu immuable entre le moment où on prendrait conscience de notre existence et celle où on la perdrions. Est-ce qu'on aurait élaboré le concept d'un avant notre vie et d'un après? On aurait conscience de notre existence au présent, mais est-ce que on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir un après? Ben, ça reste à débattre. Et puis, ce qu'il faut effectivement, c'est qu'il faut un peu modifier notre mode de pensée. On l'a déjà fait de nombreuses fois, hein, c'est pas la première fois. Car si nous le tenons pour raisonnable, il n'est qu'une sorte d'habitude façonnée par notre expérience. Et quand on considère les renoncements qu'il a fallu infliger à notre esprit pour décrire la relativité, qui est quand même anéanti nos concepts de temps et d'espace, hein, qu'on pensait universels, et lié à la nature même de notre esprit, les renoncements, encore pire, liés à la mécanique quantique, où c'est le déterminisme qu'il a fallu abandonner, nous voyons qu'on ne sommes pas à l'abri d'un nouveau bouleversement de ce type. Voilà, j'écris un bouquin où je développe un peu ces idées. Donc, je ne vais pas faire de retape pour ça, mais enfin, sachez que j'écris un bouquin où je détaille ce genre de choses. Voilà, j'ai terminé. Hein. Voilà.